les vers célèbres qui parlent du renoncement tout en annonçant une révolte terrible contre la raison. Résigne-toi mon cœur, dors ton sommeil de brute. En tout cas, il fait là un rapprochement très intéressant entre la pensée de Tchekhov, qui d'après lui contient une réflexion assez sombre, assez amère sur l'existence, et la façon dont Baudelaire aussi conçoit l'existence humaine, tout en essayant de dépasser le point de vue tout simplement, disons, d'une résignation, d'une passivité absolue devant les forces du destin. Il y a chez Chestov donc cette idée d'une création à partir de rien, c'est-à-dire sans utiliser les moyens spéculatifs de la raison, mais en essayant de concevoir d'une autre façon la place de l'homme dans l'univers, et en utilisant d'autres moyens, en particulier les émotions plutôt que la rationalité humaine, la façon dont l'homme peut s'adresser à l'autre absolu, à Dieu. Ça, c'est un peu le fil rouge. Voilà. Oui, oui. Donc une opposition très nette entre l'affectivité qui a été complètement évincée du domaine philosophique spéculatif, et de l'autre côté cette façon de pensée classique, dogmatique qu'il refuse. Alors il y a une année encore, Ramona Fotiad, dont il faut dire un mot, c'est 1910, parce que 1910, c'est pas seulement la publication des Grandes Veilles, qui est aussi un livre important, mais c'est l'année où il va rencontrer Tolstoï chez lui. Oui, c'est une rencontre très importante pour Chestov. Il avait bien préparé, et c'est aussi la période quand il a écrit de son côté Sola Fide, un livre très important qu'il n'achèvera pas avant la fin avant le début de la Première Guerre mondiale. Mais, un livre qui connaîtra d'ailleurs des vicissitudes oui, douanières. Exactement, très intéressante cette histoire du manuscrit qui est confisqué, puis retrouvé à la fin de la guerre quand il a la possibilité de partir, de quitter la Russie. Et ce livre deviendra le pouvoir des clés, l'œuvre que l'on vient de réimprimer. Mais donc en 1910, il va visiter Tolstoï. Et ils avaient évidemment beaucoup de points communs, beaucoup de choses à se dire, mais je crois que des deux côtés, ça a été une déception. Tolstoï ne l'a pas... C'est toujours difficile de rencontrer un grand écrivain. Voilà, Tolstoï ne l'a pas compris, et je crois que de son côté, Chestov s'attendait à plus de solidarité, disons, parce que la façon dont il interprète Tolstoï, surtout la mort d'Ivan Ilitch, le faisait tout à fait en allié de la pensée existentielle, tandis que Tolstoï, à la fin de sa vie, je ne sais pas s'il était prêt à s'approprier ou à accepter ce point de vue iconoclaste envers la religion, envers l'orthodoxie, aussi bien qu'envers l'éthique et la pensée, disons, occidentale. Chestov avait parlé de la façon dont Tolstoï avait essayé, bien sûr, de mélanger la perception russe des grands problèmes de l'existence avec la philosophie occidentale de l'époque, la philosophie allemande. Et je crois qu'il avait un peu trop, disons, tiré vers sa propre façon de voir les choses, vers la pensée existentielle, tandis que Tolstoï, à la fin de sa vie, enfin, pendant cet entretien, il n'était pas prêt à franchir les limites, disons, de la morale. Alors, n'oublions pas 1923, oui. Date très importante aussi, vous en disiez un mot, c'est la publication à Paris, chez Plon, des Révélations de la mort, qui sera suivie la même année d'une publication chez Grasset, dans la collection des Cahiers verts que dirige Daniel Halévy, de La nuit de Gethsémani, et ça sera un grand succès critique.
C'est à partir de là que Chestov devient la figure de proue de Oui. l'irrationalisme russe. Oui, effectivement. Je crois que même avant les révélations de la mort, la publication en 1922 d'un article justement tiré des révélations de la mort sur Dostoïevski et la lutte contre les évidences avait déjà attiré l'attention sur cette pensée très singulière. C'était dans la NRF, ça. Voilà, exactement. Et André Gide, très vite, rentre en contact avec Chestov. C'est une année très faste. Pour lui, il vient d'arriver à Paris l'année précédente, en 1921, et il va recevoir, comme vous disiez, après la publication de ces 2 premiers volumes, des lettres de Charles Dubos, des autres écrivains de l'époque qu'il apprécie et le recherche. Il est d'ailleurs très souvent dans le salon de Invité chez Jules Gauthier, et il rencontre entre autres Benjamin Fontaine en 1924, juste après la publication de ces 2 premiers livres. Son disciple. Son disciple, son ami très proche. Je crois qu'à part Boris de Schlosser, Fontaine a été celui qui l'a mieux compris et qui a su aussi le faire connaître à l'époque. Alors, puisque vous citez le nom de Boris de Schlosser, qui est le traducteur du Pouvoir des clés, présentons rapidement ce volume qui inaugure les œuvres complètes de Léon Chestov au bruit du temps, alors que dans l'édition originale, disons, le livre compose le tome 7. Oui. Oui, effectivement, mais n'oublions pas qu'il paraît en 1923 en allemand d'abord. C'est intéressant parce qu'une partie des intellectuels russes qui quittent la Russie à l'époque après la révolution bolchevique se réfugient à Berlin. Et Chestov lui-même va publier une partie de ses œuvres en allemand. Donc ce livre paraît déjà à Berlin en allemand, puis il est traduit en français en 1928. C'est une année très importante parce que c'est l'année quand il rencontre Husserl à Amsterdam. Et il va par la suite rencontrer Heidegger. Et dans ce volume, dans sa version française, il remplace un essai sur l'auteur russe Vyacheslav Ivanov par l'article qu'il avait déjà publié en Russie sur Husserl. Dès 1916-1917, il commence à présenter la phénoménologie de Husserl en Russie. Et donc ces articles feront partie du volume Le pouvoir des clés, publié en version française en 1928. Alors à cette édition du Pouvoir des clés, vous donnez Ramona Phothiade une postface dont le titre plante le décor, une pensée du contre-pouvoir, foi et subversion de la raison. Oui, parce que je crois qu'il ne s'agit pas seulement du pouvoir, comme on peut le deviner, du pouvoir de l'Église catholique sur le salut des croyants, mais il s'agit aussi en termes que j'emprunte à Derrida, aussi bien qu'à Foucault, du droit à la philosophie. Qui a le droit à la parole philosophique, qui a le droit de poser certaines questions. Et là, Chestov s'oppose non pas à cette autorité excessive de l'Église, de la religion en tant qu'institution, mais aussi à la philosophie classique et à ceux qui, disons, contrôlent le droit à la parole. Et il est un philosophe qui réussit dans la plupart des cas à casser les dogmes. Il avait déjà été perçu en Russie en tant qu'anarchiste. Il y a une petite anecdote que sa fille raconte dans la vie de Chestov qu'en 1905, il publie donc l'apothéose des racinements, son livre d'aphorismes. Et la réaction de la critique est très virulente, à tel point que les jeunes de l'époque, les adolescents, menacent leurs parents de se débaucher et de commencer à lire Chestov. Il était vraiment perçu comme un anarchiste en Russie. Et d'une certaine façon, il a continué à être quelqu'un qui veut démanteler l'arsenal des arguments de la philosophie. Il a d'ailleurs une formule très belle, Léon Chestov. Il dit croire qu'il n'est pas mauvais de jeter un bâton dans les roues
du char rapide de la philosophie. La philosophie, bien sûr. Je crois que l'ironie, l'humour faisait partie de son discours. Il savait très bien manier les deux façons de désamorcer, de désarcer son adversaire. Et Boris de Schlözer a réussi à rendre en français tout un style, toute une rhétorique qui ont surpris beaucoup de lecteurs et même les critiques. En tout cas, ce livre est un tournant décisif dans l'œuvre de Chestov. Le pouvoir des clés, et effectivement, le livre qu'il publie en 1928, l'année de sa rencontre avec Husserl. Il y a deux textes sur Husserl. Deux textes de Husserl qu'il reprend dans ce volume. Il les avait déjà publiés en russe. Et il remplace en essai sur Vyacheslav Ivanov avec l'essai sur Husserl. Ce qui effectivement fait que ce livre a beaucoup influencé la réception française de la phénoménologie de Husserl. Et par la suite, la rencontre entre les deux philosophes à Amsterdam, la même année, va conduire Chestov à sa première lecture des œuvres de Kierkegaard, un auteur très important pour lui. Il a beaucoup d'affinités avec Kierkegaard. Et ce sera son dernier livre important, le livre sur Kierkegaard de la philosophie existentielle, qu'il publiera seulement très tard, juste avant l'année avant sa mort, à la librairie Givrin, et qui marquera avec Athènes et Jérusalem l'apogée de sa pensée philosophique. Présente la nouvelle édition de l'essai de Léon Schoff, Le pouvoir des clés, traduit du Boris de Schlözer aux éditions du jour Anchini, Diepino, Lindsten.